Tom Conan est avec nous. Vous êtes écrivain et auteur de ce livre Capitale Rose. C'est aux éditions Albin Michel, dans lequel vous racontez donc l'histoire de ce jeune homme qui, parce qu'il galère un peu dans la société, commence à se prostituer. Effectivement. Et puis, à un moment donné, ça marche très très bien. Il a même il a beaucoup de succès, ouais. Beaucoup de succès, etc. Et vous racontez de manière assez détaillée, mais assez juste, en effet, ce que peut être ce métier. Donc en plus il y a une petite histoire policière, tout ça. Si vous avez envie, je vous le conseille. C'est un roman et ça s'appelle Capitale Rose. Bonjour Tom Conan. Bonjour. Alors on vous connaît aussi sur Sud Radio parce que vous êtes de temps en temps dans Les Vraies Voix. Effectivement, avec Cécile Ménibus et Philippe David, ouais. Voilà, et là vous êtes avec nous, c'est nouveau, c'est la première fois. Je suis très content d'être là. Et ben merci, nous on est content de vous recevoir et on va voir ce que nous disent les auditeurs. En tout cas, votre roman, ça commence, c'est un roman, j'allais dire assez actuel. C'est un jeune ouais. qui galère comme beaucoup de jeunes aujourd'hui. Oui, j'ai voulu prendre vraiment quelque chose de très concret, de très anodin, de très ordinaire. C'est quelqu'un qui a 25 ans, qui est travailleur. En réalité, il est salarié, il est pas chômeur, il a un logement, etc. Mais bon, voilà, c'est un travailleur pauvre, on pourrait dire, ou un travailleur modeste. Il se fait virer à tort, pour une raison, il est accusé à tort d'avoir tapé dans la caisse, mais il a pas envie de se rebeller, de faire accuser le vrai coupable, si j'ose dire, de ce petit crime, de ce petit délit, et donc il se fait licencier. Il se retrouve effectivement dans une merde noire, si j'ose dire. Il a pas le droit à certains dispositifs d'aide, parce que contrairement à ce qu'on pourrait croire, les dispositifs d'aide ne tombent pas non plus immédiatement. C'est pas si simple. C'est ça, il faut remplir un certain nombre de conditions. Quelqu'un de son entourage lui propose, voilà. Et il commence. Et vous décrivez un étudiant en droit en fait qui croise dans un café. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vous décrivez assez bien quand même ce qui se passe lorsqu'on se prostitue. C'est quoi? C'est du vécu ou bien vous avez questionné des... Alors c'est pas du vécu, mais c'est vrai que je fais toujours un travail un peu d'enquête. Je fais des romans un peu à une dimension un peu sociétale, donc j'aime bien que ça soit quand même un instrument de connaissance. Voilà, exactement. Donc j'ai rencontré beaucoup de gens. Au début un peu par hasard. On n'écrit pas un livre parce qu'on a un programme littéraire particulier, c'est parce qu'on a vraiment envie de fouiller quelque chose, ça nous tombe dessus. Une fois, effectivement, j'avais rencontré quelqu'un comme ça dans un café et qui me dit ah oui, tu sais ce que je fais? J'ai dit non, t'as pas vu mon compte Twitter? Non, bah non, pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a sur ton compte Twitter? Et ensuite, il m'a expliqué ce qu'il faisait, alors que c'était quelqu'un, qu'on aurait pu imaginer ingénieur, j'en sais rien, étudiant à Sciences Po, ce genre de choses. D'ailleurs, ce qui peuvent parfois être en parallèle, c'est pas contradictoire. Mais aujourd'hui, on sait que beaucoup de jeunes se prostituent de manière occasionnelle, soit pour payer leurs études, soit pour justement arrondir leur fin de mois. Ouais, c'est-à-dire moi ça m'a quand même beaucoup choqué ça, parce que on reviendra évidemment, j'imagine, sur la question de la prostitution en elle-même, mais en fait les raisons qui vont guider une personne à se prostituer, ça c'est quelque chose qui m'a un peu révulsé au départ, qui doit révulser je pense pas mal de gens, c'est-à-dire des personnes qui effectivement théoriquement devraient se concentrer sur leurs études ou leur travail ou une recherche d'emploi, je ne sais quoi, et qui sont contraints véritablement de se lancer là-dedans. C'est quand même assez différent des personnes qui le font en toute connaissance de cause, sciemment, parce que vous croyez franchement qu'on fait ce métier moi je dis métier parce que je crois que c'est un métier. Moi je crois pas qu'on fasse ce métier par hasard de toute façon. Je pense que c'est un métier, vous avez tout à fait raison de le rappeler. On le fait sans doute pas par hasard, néanmoins c'est vrai que moi je voulais pas faire quelque chose rendre la prostitution romantique, en faire quelque chose qui soit quelque chose une sorte de solution ou de métier comme les autres. C'est un métier incontestablement, ce n'est pas un métier comme les autres. Et donc je voulais quand même rappeler le contexte social dans lequel tout ça intervient. Donc c'est quand même toujours lié, même si c'est pas le sujet de l'émission spécialement, c'est quand même toujours lié au déclin français, en tout cas à une certaine montée des inégalités, de la pauvreté dans ce pays. Y a pas... C'est ça aussi, quoi. En ce qui concerne la prostitution des jeunes, oui certainement, mais il y a une époque où il y avait beaucoup de prostitution et la France était plus luxuriante. Effectivement, je pense que c'est aujourd'hui il y a une nouvelle population, en effet, comme vous l'avez dit, qui est concernée par cette problématique.
Moi, l'un des les points qui m'intéressait aussi dans ce livre, en fait, c'est dans les nouveaux publics dont vous avez parlé, c'est qu'aujourd'hui, il y a une montée des plateformes comme OnlyFans, Mime, etc. C'est plus facile grâce aux réseaux sociaux, en effet, de se prostituer comme ça. Mais surtout que là, c'est pas exactement la prostitution, parce que c'est des gens qui vont vendre des clichés pornographiques, qui vont souvent être escortes par ailleurs. Dans votre livre, vous racontez ça aussi, oui, qui se font filmer et qui vendent leurs images. Et d'ailleurs, à un moment donné, ça rapporte énormément dans le livre. Et donc, ce qui est marrant, c'est qu'en fait, ça coïncide quasiment avec l'idée d'une Startup Nation, vous voyez, c'est quasiment la génération des réseaux sociaux qui se lance là-dedans, mais c'est quand même une activité, encore une fois, qui n'est pas de la prostitution, puisque voilà, c'est une vente de pornographie amateur, on pourrait dire, et effectivement, eux, ça c'est d'une certaine façon amusant, en tout cas avec les guillemets que ça suppose. Certains, en effet, sont devenus millionnaires avec des plateformes OnlyFans, et d'ailleurs, vous savez, vous avez peut-être vu ça récemment, même des joueurs, des sportifs qui ont participé au JO ont un OnlyFans, ce qui est quand même quelque chose parfois de très mal vu. C'est pas le sujet spécialement du jour. Non, bien sûr, mais je voulais quand même remettre en perspective la thématique. Bien sûr. Alors, le premier angle du sujet sur la prostitution, je voulais revenir sur quand même l'argent, parce qu'on a quand même constaté, quand on fait des études anthropologiques dans le monde, les pays défavorisés, les pays qui sont très pauvres, on retrouve toujours beaucoup plus de prostitution. Donc, c'est quand même quelque chose qu'il faut signaler. Un des moteurs, si je puis dire, de la prostitution, c'est quand même d'arriver à s'en sortir. Et je pense à toutes ces femmes qui acceptent de se prostituer pour nourrir leurs enfants. Bien sûr. Et je trouve qu'il faut avoir beaucoup d'indulgence. Tout à fait. Ah oui, mais absolument. Et moi, enfin, le livre, c'est une sorte, non pas d'hommage, mais en tout cas de mais volonté de les. Je suis pas en train de dire que vous. Non, bien sûr, mais vous n'êtes pas d'accord avec moi. Mais je suis tout à fait d'accord avec ce point, et c'est en lien avec ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire que ça coïncide, cette montée de la prostitution en France aujourd'hui et des plateformes dont j'ai parlé aussi, puisque c'est un phénomène qui est lié, c'est l'exploitation de son corps. C'est un terme neutre que j'emploie ici, l'usage de son corps pour des raisons mercantiles, ça arrive dans un moment de grande paupérisation du pays. Voilà, c'est quand même ça la vérité. Moi, ce qui m'a frappé aussi, je suis un peu d'accord avec vous, mais pas totalement. Je crois quand même actuellement qu'il y a sur les questions de son identité des repères qui sont complètement en train de bouger, et je pense que pour beaucoup de gens aujourd'hui, ça paraît assez anodin de se prostituer, ce qui n'aurait pas été le cas, je pense, avec une morale plus chrétienne, si je puis dire, plus puritaine, il y a 30 ou 40 ans. Alors après, on le voit aussi, par exemple, sur la pornographie, il y a plus de jeunes qui vont essayer comme ça, qui vont tenter une expérience pornographique. Donc je crois qu'il y a, vous avez raison, il y a la question de la paupérisation, mais il y a aussi un changement de la vision de son corps et de la sexualité qui bouge beaucoup chez les. C'est vrai, les mœurs ont beaucoup changé. C'est incontestable. Je pense que là, de ce point de vue-là, les réseaux sociaux ont permis quand même une plus grande inclusivité, effectivement, paradoxalement. Le problème des maisons closes, parce que c'est souvent l'argument que l'on sort en premier, le problème des maisons closes, c'est quand on questionne les femmes qui se prostituent, elles n'en veulent pas. Elles n'ont pas envie d'être dans des endroits qui seraient spécialisés parce que justement elles auraient l'impression de perdre de leur liberté et d'être parquées, quoi. En tout cas, ce qui est frappant là-dedans sur cette thématique, je trouve, c'est vraiment l'hypocrisie tout de même. Alors, maison close, mais je suis pas spécialement favorable à ça. Néanmoins, c'est l'hypocrisie, effectivement, entre d'un côté un métier, comme vous l'avez dit, qui existe, qui se développe, avec des formes nouvelles qui émergent, etc. Et de l'autre côté, une reconnaissance qui est partielle, puisque vous savez, par exemple, sur un plan technique, moi ça me frappait, la reconnaissance existe sur un plan fiscal, comptable, etc. En revanche, dans la société, qui va assumer d'être prostituée et puis c'est fondamentalement quelque chose qui exclut quand même socialement d'un grand nombre d'activités. Enfin, il y a les 3/4 des secteurs d'activité aujourd'hui sont quand même relativement rétifs à des profils qui viendraient ou qui auraient eu ou qui assumeraient ce genre d'activité, ou même qui l'auraient eu dans le passé. Mais le problème, Adélaïde, de toute façon pour l'instant, me semble-t-il, et je suis obligée de le signaler de manière très claire, c'est que de toute façon on n'a pas le droit d'aller voir une prostituée, de payer une prostituée. Mais encore une fois, c'est reconnu d'un point de vue juridique, on a le droit de se prostituer, mais effectivement, le client, lui, est sanctionné. Donc, encore une fois, cette hypocrisie, elle est instituée dans la loi et donc également dans la société. Et d'ailleurs, vous pouvez me faire un micro-trottoir, la plupart des gens pensent, en tout cas beaucoup de gens pensent que la prostitution est interdite en France.
Donc, il y a même beaucoup de gens qui sont pour l'interdire. Oui, et d'autres qui sont pour l'interdire. Enfin, l'abolir, plus exactement. Ouais, l'abolir. Non, mais sur la question du proxénétisme, ce qui est assez amusant, c'est que les plateformes dont je parlais tout à l'heure, qui mettent en relation des travailleurs du sexe avec des personnes soit qui achètent des clichés, soit qui commandent, si j'ose dire, des services sexuels, c'est des plateformes, elles, qui existent parfaitement, de manière parfaitement légale. Il y en a beaucoup, d'ailleurs, en France. Moi, ça m'avait assez étonné. Donc, qu'est-ce que c'est, ces plateformes? C'est des grands proxénètes. À ce moment-là, c'est quelque chose de colossal, pour le coup. Des grands bordels. Voilà, c'est des immenses bordels en ligne. Moi, j'avais essayé de contacter à plusieurs reprises. Il y a notamment une boîte en France qui existait comme ça. Il y avait eu pas mal de campagnes de presse il y a quelques années là-dedans. Des gens qui disaient voilà, je suis HEC, à côté, je suis escorte pour femmes, etc. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression que ces boîtes ont tendance quand même un peu à disparaître et les gens exercent de manière plus indépendante. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai remarqué. Mais je pense que les données du problème ont quand même beaucoup évolué avec MeToo. Et ça se comprend aussi avec toute la question des violences sexuelles qui touchent les femmes, pas que, mais en disant de manière prioritaire, si j'ose dire. Donc forcément, ça crispe, et moi je le conçois tout à fait, de remettre cette question sur la table dans ce contexte-là. Oui, c'est pas la priorité du moment, on est d'accord, mais enfin c'est quand même bien aussi d'en parler dans cette émission. Et le sexe est devenu un marché, c'est ça qui est terrible. Et Alain Badiou, moi, un philosophe que j'aime beaucoup, il le disait. On ajoute la personne dans un panier. Il y a même un célèbre site qui utilise justement cette phrase, adopte un mec, voilà. Donc on est vraiment dans cette logique-là. Après, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, comme maintenant les générations ont quand même intégré le fonctionnement de ces plateformes. D'ailleurs, génération même de gens passés un certain âge qui eux-mêmes connaissent ce monde digital depuis déjà plusieurs décennies. Donc j'ai l'impression qu'il y a un peu un retour maintenant à des choses un peu plus posées, des gens qui veulent rencontrer des gens, qui veulent se déconnecter un petit peu, qui veulent rentrer dans la vraie vie, comme on dit aussi. Donc je pense qu'aussi les gens sont quand même un peu dégoûtés aujourd'hui de l'ensemble de ces tentations. C'est quelque chose vraiment d'assez écœurant d'une certaine façon. Donc, effectivement, on voit une personne et puis voilà, il y a 5 autres, 10 autres possibilités qu'il faut tester, etc. Ça, c'est quand même assez terrible. Ça renvoie pas une très bonne image de soi, d'ailleurs. Et même moi, je discute souvent comme ça avec des amis qui me disent qu'ils se mettent en retrait de ces applications, y compris d'ailleurs des réseaux traditionnels comme Instagram, etc., qui sont aussi des sites de rencontres permanents, puisqu'on se met en avant, on se montre sous son plus beau jour. En tout cas, réfléchissez tout simplement si vous savez vous satisfaire de ce que vous avez ou si vous avez tendance à vouloir toujours plus. C'est valable dans tous les domaines. C'est vrai. Mais de toute façon, la sexualité contribue à notre identité, qu'on soit avec un handicap ou pas, de toute façon. Et puis encore une fois, il me semble que la seule question, vraiment importante dans tout ça, qui est toujours celle qui revient d'ailleurs dans les débats autour de la sexualité, c'est le consentement. Est-ce qu'il y a un vrai consentement? Est-ce qu'il n'y a pas de contrainte d'aucune sorte? Et en fait, je pense que c'est vraiment la seule question qu'on devrait se poser. Si le consentement est total, qu'il n'y a pas de contraintes économiques, de contraintes d'autorité, etc. Ça, c'est quand même très important. Parce une fois, moi je pense que depuis le début, ce qu'on dit, c'est que l'hypocrisie, c'est parce que en fait, il y a une sorte de normes sociales et morales, beaucoup plus que des normes juridiques en réalité, qui font que ça devient très difficile par rapport à assumer, par rapport à la réputation. Vous le dites en effet. Surtout aujourd'hui, je pense que c'est un poids de plus en plus lourd potentiellement pour les gens, parce qu'effectivement, des vidéos, des photos, la présence sur certains sites peut ensuite rester, parce que des gens peuvent prendre des captures d'écran, les reposter, etc., sans forcément qu'on en ait la maîtrise. Et donc, effectivement, c'est beaucoup plus difficile. Tout est archivé. Alors que fut un temps, il y a 30 ans, il y avait pas ce genre de dispositif. Parce que c'est vrai que beaucoup de prostituées, sont des femmes, il y a aussi des hommes, on l'a dit, mais beaucoup exercent à leur domicile, puisque souvent, c'est la seule manière de contourner l'interdiction du proxénétisme. Même, par exemple, les gens qui sont en location pourraient accuser potentiellement le bailleur d'être une sorte de proxénète puisqu'il récupère un loyer de ce fait. Idem pour les hôteliers. Et donc, effectivement, parfois, il y a cette peur. Moi, c'est ce que je sentais chez les personnes que j'avais rencontrées, cette peur, parfois effectivement, de tomber sur un client qui peut être agressif, ou même une personne qui se fait passer pour un client mais qui n'est pas vraiment un client et qui vient pour des raisons purement d'agressivité pure, s'en prendre à la personne. Donc effectivement, ça c'est quand même une vraie question. C'est en fait moi ce que je trouvais frappant, certaines personnes, des garçons notamment, qui me disaient la peur de l'attente. Le rendez-vous à 14h30, voilà, telle personne qui se fait appeler Mathieu, François, Thibaut, ce que vous voulez, qui arrive.
Voilà, qui est cette personne, quel va être son comportement, quelles sont les limites que je dois fixer, qu'est-ce que je fais en cas de débordement, qui je préviens, etc. Et ça, c'est une vraie question. Oui. On a le droit de disposer de son corps, je suis bien d'accord. Et d'ailleurs, c'est même la question, par exemple, de l'IVG. Hein. On a le droit, l'IVG se justifie parfaitement parce que les femmes, en l'occurrence, ont parfaitement le droit de disposer de leur propre corps. Donc c'est finalement la même question. Néanmoins, je pense que s'il y avait un statut, par exemple, un statut du travailleur du sexe, qui pourrait inclure l'ensemble de ces activités dont on a parlé depuis tout à l'heure, ça permettrait justement de garantir que la personne qui se prostitue, elle est bien majeure, par exemple, elle est consentante, en tout cas, elle est consentante a priori pour faire ce type de prestation, et qu'ensuite il puisse y avoir même un consentement, je sais pas, de manière électronique, qui puisse se faire avec les clients, oui, bien sûr, pour se protéger elle-même. Mais sans vouloir, moi, bureaucratiser la question, mais je pense que la question des institutions, elle se pose si il y avait un statut des travailleurs du sexe protecteur, avec par exemple une obligation de formation, où on vérifierait un minimum les motivations de la personne, le fait que la personne soit bien majeure, comme on l'a dit aussi, et qu'elle ait conscience en tout cas des implications que ça peut avoir ensuite pour sa vie professionnelle future. Ça serait quand même déjà une garantie. Je veux dire, pour moi, ça permettrait aussi à ces personnes ensuite de pouvoir l'assumer plus normalement. Cette question, je trouve, du statut, elle est quand même très importante, parce que évidemment l'interdiction du proxénétisme, moi j'y suis parfaitement favorable, mais il faut pas oublier que ça fait du coup des travailleurs du sexe des indépendants de manière obligatoire. En pratique, ils sont auto-entrepreneurs, pour parler concrètement parlant. Et donc ça veut dire que c'est des entrepreneurs. Évidemment, ils se sentent peut-être pas, ils le vivent peut-être pas de cette manière-là, encore plus quand c'est une prostitution qui est subie, évidemment. Mais admettons que on mette de côté cette hypothèse-là, si on parle de ceux qui le font librement, avec tous les guillemets que ça suppose, c'est des entrepreneurs aussi. Le problème du proxénétisme, c'est si par exemple deux femmes ont envie de s'associer pour se prostituer et donc avoir le même appartement et pour aussi se protéger, elles ne pourront pas, parce qu'elles seront accusées l'une et l'autre de proxénétisme. Ça devient tout de suite un problème, parce qu'une association de ce type-là, ça devient une société en fait. Même on appelle ça une société créée de fait. Donc en réalité, on rentre dessus dans des complications qui rendent en fait la chose impossible d'un point de vue administratif et juridique. C'est pour ça que, encore une fois, les travailleurs du sexe sont souvent des entrepreneurs indépendants, si j'ose dire, d'un point de vue purement juridique en tout cas, sans émettre d'opinion sur quoi que ce soit, mais du coup ils sont très seuls, et c'est ça aussi le vrai problème. Pas de statut et des gens qui sont extrêmement seuls. Alors il y a des syndicats, il y a le STRAS notamment, vous savez évidemment, un syndicat très connu qui agit pour protéger ces personnes-là, mais c'est fondamentalement des personnes qui sont très seuls. Mais je dirais que le problème, encore une fois, c'est que ce droit à la prostitution, comme vous disiez, alors il n'est pas entièrement reconnu, effectivement, mais le vrai problème, c'est que concrètement, les travailleurs du sexe, de manière quand même assez générale, assez massive, sont considérés comme des parias. C'est-à-dire que leur activité, fiscalement, elle existe. Socialement, on leur prélève des prélèvements sociaux, parce que vous savez, s'ils sont auto-entrepreneurs, ils ont, je sais pas, 20 à 25% de charges sociales à payer. Ils déclarent leurs impôts, en tout cas en théorie. Donc ils existent. De ce point de vue-là, ils contribuent à l'effort collectif. On en parle tout le temps de ça. Vous savez, les gens qui payent des impôts, eux en font également partie. Et donc à ce titre-là, ils devraient être reconnus de la même manière. Or, encore une fois, ce sont des parias dans la société française d'aujourd'hui. Je voudrais dire effectivement, là où ça cristallise quand même effectivement toujours beaucoup de débats, et je le comprends, parce que c'est aussi des zones de violence. C'est des zones de violence effectivement où effectivement l'homme, la pulsion animale, la plus sombre, on pourrait dire, de l'homme, du mal, de l'homme dans un sens vraiment masculin, peut s'exprimer. Et effectivement, c'est de ce point de vue-là, effectivement, une activité qui doit quand même être regardée de manière très précise, parce qu'effectivement, on a parlé du proxénétisme, des réseaux, mais indépendamment de ça, de la prostitution des mineurs, il y a ces zones de violence qui existent. Il suffirait qu'on accueille une femme qui s'est fait violenter par un homme pendant une passe, comme on accueille une femme qui se fait violenter par son mari. Bien sûr, il suffirait de l'accueillir de la même manière. Bien sûr, entièrement d'accord. Et à partir de ce moment-là, elle serait défendue de la même manière. Mais c'est comme c'est dans son activité quotidienne potentiellement que cette violence peut effectivement arriver. Bon, comme certaines femmes battues, ceci dit, en effet, vous avez tout à fait raison. De toute façon, c'est le combat derrière, de manière sous-jacente, c'est ce combat des femmes qui est à mener. Et en même temps, c'est qu'on touche du doigt le problème en même temps que ça représente pour certaines personnes. Ce que je peux comprendre aussi, c'est
c'est la réduction de la femme ou de l'homme, quand c'est un homme qui se prostitue, à une sorte d'objet. Et c'est vrai que on pourrait dire que, évidemment, c'est un métier comme un autre d'une certaine façon, mais en réalité non, ce n'est pas un métier comme un autre de ce point de vue-là, parce qu'effectivement ça touche à l'intime. Et est-ce que malgré tout, vous avez pu sentir parfois ce qui vous aurait mis, j'imagine, mal à l'aise, une personne qui aurait pu être sous contrainte dans un réseau ou même indépendamment de ça? C'est déjà arrivé? Tout à fait, ouais. Et enfin, pour moi personnellement, j'arrive à le voir et j'arrive à le sentir, parce que on va dire que une catégorie c'est de l'accompagnement et une catégorie c'est du boulot. Ouais. Enfin, je sais pas comment vous m'exprimez, mais ouais. On voit bien qu'il y a une contrainte et qu'il y a un contrat au bout. Voilà. Et lorsqu'il y a cette contrainte que vous sentez, du coup, ça vous met mal à l'aise et vous partez, ou est-ce que vous passez outre? Je donne pas suite. Vous donnez pas suite.